Normalement, le flux doit être bon. Voilà. Très bien. Pour terminer notre vidéo de tout à l'heure, si vous me suivez, comme vous avez compris, j'ai eu des attaques de partout. Des attaques de partout que j'ai eues. Donc, je pense que ça doit être bon, le flux. J'ai eu des attaques de partout. Je vérifie ici pour voir. Je suis obligé d'annexer une autre... Ah, je vois une amie Evelyne. Je te salue à toi, Frangine. Donc, j'ai eu des attaques de partout, comme vous l'avez constaté. Mon frère Troupière, les gringaleux veulent pas que je parle. C'est terrible, hein, sur les réseaux sociaux. Généralement, ce sont les hommes qui veulent faire taire les femmes. C'est un truc de fou. Donc, on a un continent, qui est le continent africain, où on veut la liberté, on veut être libre, mais en même temps, on souhaiterait que la femme puisse se taire sur ce continent-là. Je peux vous dire, c'est quelque chose quand même de très... je reviendrai, je ne vais pas parler de la conférence de mon frère et ami, mon frangin Ali Touré, qui m'a invité à une conférence à la conférence de convergence 2000 à Neuilly, à laquelle j'ai assisté. Je peux vous dire, mes amis, les journaleux de Paris, j'ai été agressé par certains journaleux qui, pour eux, je ne devais pas discuter, je ne devais pas poser des questions parce que je suis une femme, je devais écouter sans rien dire. Donc, heureusement que Ali était là d'ailleurs pour me sauver la mise, voilà. Mais voilà, c'est pas la vidéo de ce soir. On en parlera une autre fois. Le temps de... Voilà, on en parlera. Donc, malheureusement, le problème de l'Afrique est là. C'est qu'on a des hommes, des machos, des machistes, des machos à la rigueur, on dit c'est un homme qui est macho. Bon, boeuf, c'est un ringard. Aujourd'hui, c'est ringard. Mais on a des misogynes qui, pour eux, la femme n'a rien à dire. Elle doit se taire, quoi. Elle ne peut pas parler, elle n'a rien à dire. La femme qui est trop libre, pour eux, c'est insupportable. La femme doit se taire, elle ne doit rien dire. Les discussions doivent se prendre. Les hommes doivent tout décider. La femme, elle arrive, elle doit être sous. Non, mais on est quand même au 21e siècle. Ce n'est pas à l'époque on n'est pas en 1800. Je pense que la femme politique, ça existe et ça doit exister d'ailleurs. Et j'encourage toutes les femmes politiques en Afrique d'ailleurs. Et j'encourage beaucoup les femmes de s'engager politiquement, de s'engager dans la vie, dans les décisions politiques, dans les décisions sociales. Parce que la femme, elle paye le plus lourd quand il y a des crises. Et il n'y a pas de raison que la femme reste en marge de la société, de la construction de notre pays, même la Côte d'Ivoire. Et c'est en cela que je salue le président de la République, même s'il reste encore des efforts à faire, mais de quand même ouvrir ce chantier de droits de la femme, ouvrir ce chantier pour permettre à la femme ivoirienne, à la femme africaine, de s'épanouir pleinement, de participer pleinement à la vie politique et à la vie sociale de la société, de participer à la construction du développement. Et j'encourage et je remercie aussi son épouse, Dominique Ouattara, qui, en ce sens-là, pose beaucoup d'actions, accompagne beaucoup les femmes ivoiriennes à pouvoir être des femmes indépendantes et des femmes qui entreprennent. Donc, il faut encourager les bonnes actions, il faut encourager ceux qui font les bonnes choses. Ce n'est pas une question d'aimer un tel ou de ne pas aimer un tel. Parce que souvent, quand on le dit, on dit voilà, ça y est, elle a été payée, elle a été ceci, elle a été cela, elle a été ceci, elle a été payée, elle a été achetée, elle a été vendue, elle a été ceci. Bon, on a tellement entendu de tu es traite, tu es vendu de ceci, que finalement, Laurent Gbagbo lui-même, qui avait ses sympathisants qui traitaient tout le monde des traîtres, Laurent Gbagbo, je ne sais pas si c'est lui le plus traître que les traîtres, hein, parce qu'il s'est retrouvé chez son épouse en Belgique. Vous voyez, l'histoire des traîtres, ça démontrait que c'était du pipeau, il n'y avait rien, c'était du vide, il n'y avait rien en dessous. Bon, voilà. On va continuer notre conversation, mes amis, le temps que vous puissiez vous connecter. Le temps que vous connectez. Je voulais rapidement vous présenter
la fin de la petite partie de notre vidéo. Facto, il n'est pas devenu désormais pour vous un adversaire politique. Ah non, je le considère comme un jeune qui s'est dit attaché à ma personne, à mon combat, à mes idées, qui m'a dit qu'il est impressionné par la manière dont nous avons géré ce pays, les transformations qui sont visibles, et par conséquent, non, c'est un jeune homme avec qui je maintiendrai les rapports que j'ai toujours eus. Je pense au niveau de la presse, vous exagérez un peu, hein. Il n'y a pas de problème relationnel, Guillaume. Je suis tout de même, je suis à un niveau où on ne peut pas considérer que Guillaume puisse avoir un problème avec moi. Si on vous posait la question de savoir quel est le bilan que vous pouvez dresser des 2 mandats que vous avez eus aux affaires, au-delà de l'échec de la réconciliation nationale que tout le monde est d'accord pour reconnaître. Vous savez, est-ce qu'on peut mettre à votre crédit? Non, ce que je peux vous dire, c'est que gérer un État, ce n'est pas aussi simple que les gens pourraient croire. Je crois que le président Ouattara a accompli de grandes choses. Il faut aussi l'avouer. Au plan économique, de grandes choses ont été réalisées. Au plan social, il a aussi travaillé. Donc, je ne pense pas que le bilan du président Ouattara soit, comme vous dites, mitigé. Moi, je pense que les choses ont... Rappelez-vous que quand nous prenions le pouvoir en 2011... On a beaucoup parlé du pouvoir du Nord. Est-ce que c'est vrai ou pas? Quel pouvoir du Nord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un rattrapage avec beaucoup de gens qui sont du Nord qui ont été mis aux affaires. Non. Ça, je ne le pense pas. Bien. Je pense que le président Ouattara est venu d'un contexte particulier. Il avait une coalition politique avec 4 ou 5 formations dans le RHDP. Et je peux vous dire, on peut tout reprocher à M. Ouattara, mais il est très attentionné en ce qui concerne les procédures. Et je sais que M. Ouattara, régulièrement, pour nommer à des postes et à des postes de responsabilité, a consulté la coalition. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Je reviens rapidement sur ces quelques phrases et ce petit extrait de documentaire que je voulais vous présenter avant de continuer, de conclure notre conversation, malheureusement qui a été coupée. On a entendu l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kibafori-Soro, qui est toujours député des Ferkey. Donc, il faut vraiment bien le préciser. J'ai aussi vu sur les réseaux sociaux beaucoup de nos compatriotes faire un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça, voilà, on rentre toujours dans cette difficulté de dyslexie. Voilà, des dyslexies, comprendre les choses, ne pas comprendre les choses, ne pas connaître, et puis aussi dans la difficulté de la méconnaissance des institutions, parce que l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori, qui a rendu démission, il y a eu tellement de non-dits, il y a eu tellement de dires, il y a eu tellement de contredits, il y a eu tellement d'amalgames, il y a eu tellement de mensonges, il y a eu tellement de propagande, et ça continue, et ça continue. Et dans cet extrait, vous entendez très bien le président de la République dire, M. Guillaume Soro, c'est un jeune garçon, comme tous les jeunes d'ailleurs, qui est arrivé tardivement dans le RHDP. Voilà. Il est arrivé tardivement dans le RHDP. Mais c'est ce qui est tout à fait exact, qu'il est arrivé tardivement dans le RHDP. Mais là n'est pas le problème, parce que moi je ne suis pas RHDP, ni FPI, ni PDCI d'ailleurs, donc je suis incapable de vous dire quelles sont les conditions quand on arrive, quand on n'arrive pas, et tout. Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas rentrer dans les conditions, les modalités d'adhésion à un parti politique. Je vis en France. Si vous me demandez les modalités d'adhésion à un parti politique en France, je suis à mesure de vous donner, d'apporter des informations. Bien. Dans cet extrait, les choses sont très claires dans cet extrait. Guillaume Soro dit, lui-même dit, le président Ouattara est arrivé dans un contexte particulier. Ce que nous savons tous, oui,
effectivement un contexte particulier, qui est un contexte de tension, de crise, de frustration, de colère, voilà, dans un contexte particulier. Et que M. Ouattara, il dit, le président Ouattara, est très attentif à ce qui concerne, il est très attentif à ce qui concerne tout ce qui est gestion de l'État, gestion des institutions, et le droit et tout ce qui suit. Guillaume Soro est député de Ferké. Il s'est présenté en tant que député RDR de Ferké-Sédougou. Donc c'est sous la bannière de RDR que Guillaume Soro, il a fait 2 mandats quand même à l'Assemblée nationale. Il faut vraiment le signaler. Il a fait 2 mandats, un deuxième mandat, donc on est à la fin du mandat, 2 mandats à l'Assemblée nationale. Donc il est député de Ferké. À l'Assemblée nationale, ça fonctionne comment? Parce qu'il faut de la méthodologie, il faut expliquer, de l'explication, de la sensibilisation. Je dis, l'Afrique souffre profondément d'éducation. L'Afrique souffre profondément de connaissances. Il faut éduquer les masses, il faut apporter la connaissance aux masses, il faut aider les masses à comprendre les institutions, à connaître leurs droits et à connaître leurs devoirs. Parfois, il y a des gens qui disent, on ne peut pas, il ne faut pas trop expliquer aux Africains leurs droits parce que ça va nous créer des problèmes. Ben oui, on doit expliquer aux citoyens leurs droits. Il faut expliquer aux citoyens les droits pour qu'ils sachent leurs droits. Le citoyen qui ne connaît pas ses droits, forcément, va ignorer ses devoirs. Puisque les deux vont ensemble. Le citoyen qui ne connaît pas ses droits va ignorer forcément ses devoirs. C'est pourquoi, dès le bas âge, dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, il faut éduquer les enfants, sensibiliser les enfants, leur expliquer leurs droits et leurs devoirs. L'enfant grandit avec la connaissance. L'apprentissage, là, c'est ça, c'est dès le bas âge. Non? Il faut aider, la masse, c'est dès le bas âge, à l'école primaire qu'il faut commencer à éduquer. Il faut éduquer à l'école primaire pour changer les mentalités sur le continent. Je l'ai dit dans ma première vidéo qui a été coupée, mes amis. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas les dirigeants africains. Moi, j'ai compris, je vous dis, la crise ivoirienne que nous avons vécue, après cette tension de crise, c'est malheureusement qu'on n'a pas pu éviter. J'ai pris un recul, mais grand recul, et je me suis interrogé moi-même. Pourquoi ça ne fonctionne pas en Afrique? Au départ, on accusait beaucoup. On accusait qui? Les chefs d'État. Oui, c'est leur faute. C'est à cause d'eux. On n'est pas l'Africain. Oh yeah, on est comme ça ne marche pas. C'est pas bien. Parce que c'est eux, c'est leur faute. Mais je suis arrivé à une réflexion. Je me suis posé la question de savoir. Nous accusons tout le temps les chefs d'État africains. Mais c'est nous-mêmes citoyens. Si nous nous posons vraiment en tant que des citoyens intelligents et consciencieux, que nous réfléchissons sur les vrais sujets qui minent le continent, qui minent nos sociétés, et que nous cherchons à rencontrer nos autorités, nos dirigeants, à leur dire, nous voulons participer aussi. Est-ce que vous êtes sûr qu'un père de famille n'a pas envie de voir ses enfants? Est-ce que vous êtes sûr qu'un père de famille n'a pas envie de discuter avec ses enfants? Est-ce que vous êtes sûr qu'un père de famille n'a pas envie de faire participer son enfant au développement de la maison? Je pense qu'un père de famille a envie que nous, chaque Africain, puisse participer au développement de l'Afrique. Mais nous-mêmes, souvent, nous mettons une barrière. À force d'être violents, de tout le temps taper sur nos chefs d'État, ils se replient sur eux-mêmes. Ils se réconfortent dans leur clan. Ils préfèrent rester avec leur clan qui les protège. Ils se disent, bon, comme ceux qu'on veut diriger, on veut aider, ne nous aiment pas. Mais on va rester entre nous. Finalement, qui souffrent, c'est la majorité des citoyens qui souffrent. Parce que nous aussi, nous sommes repliés dans notre colère. Donc, c'est un travail que j'ai fait sur moi pendant des années. Pour arriver à ce que je suis aujourd'hui, j'ai fait un travail. C'est une démarche. C'est pour ça que je dis, la vie est une démarche. La démarche, chacun a une démarche, c'est un parchemin. Il y a des obstacles. Mais toi-même, tu t'éduques d'abord. Toi-même, là, tu t'éduques d'abord. La paix, là, il faut construire la paix avec toi-même. Quand tu finis de construire la paix avec toi-même, tu vas construire la paix avec l'autre. Mais si toi-même, tu n'es pas prêt intérieurement à faire la paix,
Tu vas te fermer à l'autre, tu ne vas pas t'ouvrir à l'autre. Donc, tu vas raconter la paix sur tes lèvres. Mais en réalité, tu es un obstacle pour la paix. En réalité, tu es un obstacle pour la paix. Donc, c'est un travail que chacun doit faire sur lui-même. Mais c'est comme quelqu'un qui est possédé. Mais il faut te délivrer toi-même d'abord. Donc, c'est quelque chose qui est difficile, qui n'est pas facile. Mais il faut y arriver à faire ce travail. Ce travail intérieur qui est un travail spirituel. Je ne dis pas religieux, parce que quand on dit spirituel, les gens pensent qu'il faut aller prier à l'église. Non. Tu peux aller prier à l'église et puis ton esprit n'est pas libre. Mais tu peux rester à la maison et spirituellement, ton esprit est libre. Tu es en harmonie avec tes convictions, avec Dieu. Dieu dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire du bien autour de toi. Est-ce que je suis capable de tendre la main à l'autre? C'est ça la spiritualité, c'est ça le travail spirituel. Et je pense que ce travail spirituel, chacun de nous doit être capable de faire ce travail spirituel. Peu importe nos religions. Parce que Dieu, il est spirituel d'abord. Avant d'être religieux, il est spirituel. Il est spirituel. Donc, ce travail, je le fais. Souvent, je vais rencontrer certains comme ça qui disent sont panafricains, je vais les rencontrer. Et je leur dis, mais nous passons notre temps à taper sur nos chefs d'État. Quand ils arrivent en Europe, on se constitue en opposition pour chercher à les agresser. Quand les milices arrivent, on veut les agresser. Mais est-ce que c'est ça la participation de la diaspora au développement de nos différents pays? Est-ce que c'est ça la participation du citoyen africain au développement du continent? Je crois que c'est en train de faire fausse route. Ce chemin n'est pas le bon chemin. Si on veut aider l'Afrique, accompagnons nos États africains à réussir. Si on veut aider l'Afrique, accompagnons nos dirigeants africains à réussir. Si on veut accompagner l'Afrique, accompagnons nos gouverneurs africains à réussir. Vous allez voir qu'ils vont s'ouvrir à nous. Ils vont s'ouvrir à nous. Parce qu'en réalité, ils sont aussi en souffrance. Mais nous, tellement braqués, on ne voit pas leur souffrance. Ils sont en souffrance. Quand tu veux faire du bien, tu veux développer ton pays, tu veux aider ton pays, tu veux laisser ta signature dans le pays. Tu as envie que tes citoyens soient fiers de toi. Que recherche un homme d'État? Que les citoyens soient fiers de son travail. Donc nous-mêmes en tant que citoyens, faisons la démarche d'aller vers nos dirigeants. Faisons la démarche d'aller vers nos dirigeants. S'ils ne nous tendent pas la main, nous tendons-leur la main. Pour dire, regardez, nous sommes là. Nous voulons vous aider aussi. Nous voulons participer. Nous sommes vos frères, nous sommes vos compatriotes. Vous êtes nos pères. Mes amis, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. L'Afrique sera plus prospère. L'Afrique sera forte. L'Afrique sera émergente. Changeons de mentalité. Regardez, on dit les Blancs. Les Blancs sont en Afrique. Combien de groupes de Blancs avez-vous vu une fois agresser leurs dirigeants africains? Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème dans leurs différents partis? Ils sont aussi des militants de partis politiques. Mais ils n'agressent pas leur président quand il arrive en Afrique. Quand le président français arrive en Afrique, il rencontre la diaspora, les expatriés français. Mais nous là, on est tellement divisés entre nous. On se griffe aussi entre nous. Les dirigeants sont renfermés sur eux. Les clans autour des dirigeants là, ça les arrange. Je peux vous dire ça aujourd'hui. Autour des dirigeants là, ça les arrange. Que nous soyons divisés. Parce que eux comme ça, ils vont manger prospère. Mais si nous sommes unis, ça dérange autour des présidents. Comment expliquer? Un chef d'État, normalement, ceux qui sont autour de lui là, c'est à eux de promouvoir la vision du président. Ceux qui sont autour du président de la République là, c'est à eux de faire le bon boulot. C'est à eux de s'ouvrir aux autres, à leurs frères, à leurs soeurs. Mais regardez autour, ils sont renfermés.
Ils ont tout pris. Ils sont assis. Mais si nous restons dans notre colère, si nous ne sommes pas capables de dire, vous avez fait 7 siècles autour du président. Mais si nous ne sautons pas pour dire, président, regarde, nous sommes là. Il ne nous regardera jamais. C'est cette démarche que chacun doit faire. C'est cette démarche que chacun doit faire. C'est pour ça que j'attire toujours l'attention sur la nécessité, sur l'importance du bon fonctionnement des institutions. Ne restons pas focalisés dans la passion d'individus politiques ou de personnages politiques ou de partis politiques. Soyons juste des citoyens. Soyons juste des citoyens. Juste des citoyens. Vous allez voir qu'on va éviter beaucoup de choses sur le continent africain. On va éviter plus de crises sur le continent africain. On va éviter beaucoup de guerres sur le continent africain. Il y aura plus de vie sur le continent africain. L'Afrique sera plus émergente et forte dans le monde. Parce que nous avons tout pour réussir. Nous avons tout pour être heureux. Pourquoi on n'arrive pas à être heureux? Souvent on dit non, c'est la faute de tel gouvernant. Mais avant de dire c'est la faute de tel gouvernant, si on était capable d'écrire ensemble une idée, un projet, qu'on se met ensemble, on dit gouvernant, on a ça, on veut participer, ils vont nous écouter et on va changer quelque chose. Chaque année, si on change quelque chose, sur 5 ans, on a changé 5 choses. Sur 10 ans, on a changé 10 choses. Sur 15 ans, on a changé 15 choses. Sur 20 ans, on a changé 20 choses. On a transformé le continent. On a transformé le continent. Donc la transformation du continent commence aussi par l'éveil utile. L'éveil nécessaire de la masse. L'éveil de la masse. Je trouve intéressant quand on revient sur la démission du président, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kiba-Fori Soro. Mes amis, quand on est président de l'Assemblée nationale, il y a le code de déontologie. Si on est président de l'Assemblée nationale, pourquoi? Parce qu'on est d'abord un président d'un groupe parlementaire. Le groupe parlementaire, c'est RHDP. C'est-à-dire, après les élections législatives, le PDCI et le RDA ont formé la coalition, c'est-à-dire des oufouettistes, donc le RHDP. À l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, qui était le député de Ferké, qu'il est toujours, parce qu'il est toujours député, il n'a pas démissionné en tant que député, mais c'est en tant que président de l'Assemblée nationale, donc président du groupe parlementaire RHDP qu'il a démissionné. Guillaume Soro, qui était le député, qui est le député de Ferké, à l'Assemblée nationale, se met le RDA et le PDC, l'UDPCI, se mettent ensemble pour former un groupe parlementaire qui est le RHDP. Guillaume Soro se porte candidat. Écoutez très bien. Il se porte candidat, il va voir le président. Il passe par le frère du président, donc on appelle photocopie, qui est son ami à lui aussi. Guillaume va convaincre. Il veut être président de l'Assemblée nationale. Évariste Miambli, qui a aussi son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, dépose sa candidature. Il veut être président de l'Assemblée nationale. Dans l'hémicycle, on a 2 hommes. On a Guillaume Soro, candidat, président du groupe parlementaire RHDP, Évariste Miambli, président de son groupe parlementaire. Les deux doivent convaincre. C'est-à-dire, l'élection à l'Assemblée nationale du président de l'Assemblée nationale, c'est une élection indirecte. Parce que l'élection directe, c'est quand les citoyens votent directement leurs élus et le président de la République. Mais l'élection du Parlement, ça n'a plus rien à voir avec les citoyens des départements,
c'est les députés qui vont voter à nouveau pour dire nous, on va voter celui qui va diriger la maison du peuple. Donc, les campagnes ont été faites, la campagne a été faite. La majorité parlementaire, bien évidemment, une majorité parlementaire, c'est le RHDP. Donc, elle porte Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale. Donc, Guillaume Soro est député de faire que président du groupe parlementaire RHDP, il devient le président de l'Assemblée nationale d'Abidjan. Jusque-là, j'espère que je me fais comprendre. Voilà. Parce qu'il y a tellement d'amalgames qui se fait sur les réseaux sociaux, c'est indirect. Il y a tellement d'amalgames qui se fait sur les réseaux sociaux, il faut vraiment expliquer les choses. Donc, il est président du groupe parlementaire, donc il devient président de l'Assemblée nationale. D'où le PAN, P-A-N, président Assemblée nationale. Mais quand on est président de l'Assemblée nationale, on se doit d'être exemplaire. On suit. Il y a un règlement intérieur. Il y a un code de déontologie. Il y a une éthique. Au moins, les règles de l'Assemblée. Voilà. Donc, Guillaume Soro, là, mes amis, les mêmes gens recommencent encore avec leur petit esprit. Voilà, ils recommencent avec leur petit esprit. Donc, Guillaume Soro, il est président. Si cette même page Facebook, je vous prends à témoin, à plusieurs reprises, depuis plus de 2 ans, j'interpelle le président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président Guillaume Soro. Vous avez un comportement qui n'est pas conforme à votre fonction de président de l'Assemblée nationale. J'ai interpellé à plusieurs reprises M. Guillaume Soro sur les réseaux sociaux. Je dis, faites attention. Contrairement à ce que les gens peuvent dire, je n'ai pas, il n'y a pas d'animosité entre Guillaume Soro et moi. Moi, je vois les gens qui crient beaucoup. Moi, je connais mieux Guillaume Soro que vous. Je connais mieux Guillaume Soro que vous. Il y a des gens qui crient. Moi, je les connais mieux que vous. Mais c'est pas parce que je connais Guillaume Soro que je vais dire, ah, tout ce que tu fais, c'est bon. Tout ce que tu fais, c'est bon. Non. Avant de venir parler sur les réseaux sociaux, là, c'est qu'il était déjà écrit pour dire, ton comportement, ça, là, ce n'est pas bon. Guillaume, ton comportement, ça, là, ce n'est pas bon. Mais quand, vous savez, à un moment donné, quand le pouvoir te prend à la tête, que autour de toi, tu n'as pas de conseillers, bons conseillers, tu n'as pas de gens suffisamment réfléchis, intelligents, je peux dire, pour t'accompagner, tu tombes toujours dans le gouffre. Et moi, j'ai interpellé Guillaume. J'ai dit, attention, la première vidéo, j'ai dit, ça c'est une première vidéo. Tu ne peux pas être président d'une assemblée nationale et tu vas faire de l'insurrection à la majorité présidentielle. Alors que tu es issu de cette majorité. Vous-même, les amis, si vous aimez une personne, vous êtes passionné à ce point, vous pouvez être utile aussi pour la personne et lui dire, attention, par amour pour toi, là tu es en train de prendre le mauvais chemin. Combien d'entre vous ont eu le courage de dire à Guillaume Soro, mais tu es en train de commettre des erreurs. Non seulement ce sont des erreurs politiques, des erreurs institutionnelles, qui ne n'ont pas la République, ni ta fonction, ni le Parlement. Combien d'entre vous ont eu ce courage de rappeler Guillaume Soro à l'ordre? Comme d'habitude, vous l'avez encouragé dans la bêtise. Aujourd'hui, c'est vous les responsables de cette merde dans laquelle Guillaume Soro est. Parce que c'est vous qui l'avez encouragé dans la bêtise. Moi, vous avez bien au contraire, je l'ai interpellé. J'ai dit, attention, tu es en train de commettre, tu es en train de faire des conneries. Moi, au moins, je l'ai interpellé. J'ai eu le courage.
Ça m'a coûté les injures, les caricatures, les montages. Les militants, les sympathisants de Guillaume Soro m'ont traité de cochon sur les réseaux sociaux. M'ont insulté sur les réseaux sociaux. Et ils ont applaudi quand Guillaume Soro accumulait les erreurs. Ils l'ont applaudi. Je vois certains qui pleurent. Il a démissionné. Il a démissionné. Il a démissionné. Parce que tu es con, il a démissionné. Parce que tu es bête, il a démissionné. Il a démissionné. Si Guillaume Soro tous les mois donne 200 000 francs à vos parents au pays, mais c'est une très bonne chose. C'est votre argent qui l'a enrichi. Il peut vous partager à tout le monde. Il y a quoi? C'est normal. Mais parce qu'on paye 200 000 francs à tes parents au pays, on te donne 300 € en France. Tu vas t'asseoir, tu racontes, tu encourages. Vous organisez l'insurrection à la compte de l'État. En oubliant que Guillaume Soro lui-même est issu de la majorité parlementaire et que c'est grâce à la majorité parlementaire que lui-même il est président de l'Assemblée nationale. Sinon, il n'est rien. Donc, qui a encouragé Guillaume Soro dans la bêtise? Mes amis, qui a encouragé Guillaume dans la bêtise? Ce sont les gens autour de lui. Il s'est entouré d'un groupe de FESIS, des gens qui n'ont rien foutu à l'école. FESIS, là, ils ont fait... Quand tu les regardes, là, ils ont quel diplôme dans le pays, là, FESIS, là, ils ont quoi même? Des gens, il faut bonner à nourrir jusqu'à ils n'ont rien foutu. Aucune connaissance, rien de bon. Ils ont acheté diplôme. Ils ont passé leur temps à se taillader seulement à l'université, à se découper à l'université. Voilà le rôle de la FESI. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de positif à l'éducation, à l'école, à la génération, à leur génération? Rien. Alors comme ils ont tout échoué, c'est par la politique, ils veulent s'enrichir. Voilà la FESI qui est là. Ils veulent s'enrichir par la politique parce qu'ils ont tout échoué. Des gens qui ont un parcours nul. Tu vas prendre combien de personnes dans la FESI là qui sont sorties quelque chose, tu ne peux pas compter 10. Il n'y a pas 10 dedans. Depuis, il faut boigner. Café, cacao de nos parents. Il vous a donné l'argent. Mes enfants, allez-y apprendre la connaissance. C'est vous qui allez sauver l'Afrique. C'est vous qui allez sauver la Côte d'Ivoire. Apprenez la connaissance. Soyez des ingénieurs. Il faut boigner. C'était tout le temps. Il faut boigner. Il vous exhortait. Il parlait que de la paix. Pendant qu'il parle de ça, là, vous vous découpez. Chacun paye une machette. Chacun se découpe. Des gens qui ont commis des crimes et c'est resté impuni dans le pays. C'est ça qu'elle fait ici, là. Comme des crimes. Découper l'autre, couper l'autre, mettre punir sur l'autre, brûler l'autre. C'est ce qu'on a vécu. C'est ça, fait ici. Quand j'entends FESI, je vois on est de la FESI, j'ai envie de vomir. Vous n'êtes même pas un modèle. Quand on regarde votre vie, vous n'êtes même pas un modèle pour la jeunesse. Vous faites des vieillards qui ont 50 ans, 55 ans, mais ils se sentent toujours jeunes. FESI. Vous allez grandir à quel moment? Donc, à force dans l'esprit de penser qu'ils sont encore des gamins, ils se comportent comme des gamins. Ils n'ont pas grandi dans la tête. Ils sont vieux, ils ont des barbes blanches, des poils poussés dans les narines et dans les oreilles, mais ils ont toujours fait ci. Vous allez grandir à quel moment? Donc, vous n'allez jamais être vieilli. Mais eux, les enfants qui ont 25 ans, qui sont à l'université, eux, ils ont quoi? Si vous, à 60 ans, vous êtes fait ci, les enfants, là, ils ont quoi? C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, on est resté dans cette forme d'amalgame. Les gens n'ont pas grandi, ils n'ont pas évolué, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent? Par la politique, ils vont devenir des députés, ils vont devenir des maires. C'est plus facile pour eux de devenir riches. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir une grosse voiture. Et puis, ils sont sûrs de foutre la merde dans le pays quand ils ont envie. Ils sont épargnés de tout. Ils se cachent derrière l'immunité parlementaire. Ils peuvent détourner de l'argent. On se cache derrière l'immunité parlementaire. Comme je suis député là, on ne peut rien me faire, je me cache derrière. On assiste à toutes sortes de brigandages et de racailleries. Mais on va faire comment? On regarde. On est impuissant. Donc, Guillaume
Moi, je l'ai prévenu sur les réseaux sociaux. Quand moi, j'ai interpellé Guillaume Soro, d'autres l'applaudissaient et d'autres l'encourageaient pour dire, vas-y. Nous, comme on déteste Ouattara, comme on n'aime pas Ouattara, toi, Guillaume Soro, moi, tu peux le faire chier pour nous, alors on t'encourage, vas-y. Vous avez encouragé Guillaume Soro. Guillaume Soro, là, Guillaume Soro que vous courez derrière, il peut faire quoi à Alassane Ouattara dans la Côte d'Ivoire, là? Guillaume Soro, même, il peut faire quoi dans ce pays-là? Il peut faire quoi? Il a des gamelles. Guillaume, il a des gamelles. S'il se trompe là, on ouvre la gamelle. Il va faire quoi? Il ne peut rien faire. Il a des gamelles. Il a accumulé tellement de gamelles où il est là. Il a oublié de faire semblant de vous amener. Mais regardez comment il souffre, il maigrit. Toute sa comédie qu'il fait là, vous ne connaissez pas Guillaume Soro. Il est en grande souffrance aujourd'hui. Vous ne le connaissez pas. Donc, vous l'avez tellement coulé dans la bêtise. Vous devez faire semblant, prendre des sacs de riz là pour faire comédie autour de lui. Acheter une voiture de 15 millions en 48 heures pour venir faire comédie devant l'Assemblée nationale. Les voitures que Guillaume Soro, il a dans Parc Auto là, c'est pas une voiture de 15 millions qui va. Il paye une voiture de 15 millions parce que la voiture elle est petite. Mais il aurait dû quitter même l'Assemblée à vélo avec son cortège à vélo. Il dit oui, Guillaume Soro est devenu écolo. Ce serait voilà un beau projet, il est devenu écolo. Il va aller s'occuper des abeilles. Eh bien voilà, c'est pas une activité qui peut être utile pour lui. Il peut s'inscrire dans l'écologie. Ce côté fasciste, marxiste, démagogue là, ça c'est que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de démagogues. Les démagogues ont été le mal du continent africain. Les démagogues ont été le mal du continent africain. Prenez de Thomas Sankara. Ça a apporté quoi au Burkina Faso? Si on peut s'asseoir même pour faire un bilan, Thomas Sankara, ça a apporté quoi au Burkina? Lumumba, ça a apporté quoi au Congo? Sékou Touré, ça a apporté quoi à la Guinée? Que du retard. Du retard et des morts inutiles. Que du retard et des morts inutiles. À un moment donné, là, arrêtons la démagogie. Quand Sékou Touré, il est au palais, il est en train de manger le sucre et les bonbons, il dit aux Guinéens ne mangez pas le sucre. Mais lui, il mange le sucre au palais. C'était la démagogie. On essaie de faire du populisme, la démagogie, pour amuser la galerie, pendant que le peuple a des vrais problèmes. C'est pas... L'Afrique n'a pas besoin de ça, et la Côte d'Ivoire, notre pays, n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de... Il y a des vrais sujets comme ça, que nous pouvons poser sur la table. Donc, Soro Guillaume, il a bafoué l'institution. Un manquement à l'institution qu'il doit incarner. Il a des collaborateurs à longueur de journée qui font des vidéos qui insultent directement le chef de l'État. Pourtant, il est issu de la majorité parlementaire, mais il insulte directement le pouvoir, la majorité gouvernementale. Pourtant, lui-même, il est issu. Mais il faut choisir. Ou tu es l'opposant, ou tu n'es pas l'opposant. Tu dis que tu veux être chef du village, mais tu ne veux pas habiter dans le village. Mais tu es chef de quel village? Il a décidé, et c'est son plein droit, c'est son choix de décider. Il veut être le dauphin pour lui, le pouvoir, après Alassane Ouattara, il doit prendre le pouvoir pour mettre dans l'enveloppe pour dire tiens, il te donne. Le pouvoir se mérite. Ce n'est pas le mérite. Il faut mériter un pouvoir. Quand tu ne mérites pas un pouvoir que tu le prends là, le pouvoir t'humilie. C'est Dieu qui donne. Quand tu ne mérites pas un pouvoir que tu le prends, le pouvoir, il finit par t'humilier, il te met en poil. Ce sont des enseignements que nous devons prendre de nos histoires. Et de l'histoire de notre pays. L'histoire est récente. Le pouvoir se mérite. Voilà. Si tu estimes que tu as un projet à présenter aux Ivoiriens, et si la Constitution te le permet, attention, parce que c'est pour ça que je dis que le français est complexe. Il y a une complexité très complexe. Le français est subtil et c'est ce qui fait sa complexité et son charme. La langue française est magnifique. Si la Constitution te permet d'être candidat, attention, les gens parlent, ils parlent.
Avec toutes tes gamelles que tu es là, est-ce que tu es sûr que la Constitution te permet d'être candidat? Vous posez la question aussi. Posez la question à Guillaume Soro pour dire, mais Guillaume, il y a des rapports. Hein. Est-ce que toi, là, la Constitution te permet d'être candidat? Ou bien vous allez venir, bon, vous allez tuer tout le monde pour prendre le pouvoir. Ou comment? C'est ça votre plan. Parce que vous êtes assis là, vous jubilez. Guillaume va frapper. Guillaume va frapper. Guillaume va frapper. Il va frapper qui? Guillaume va frapper qui? Il va payer les gens pour mettre bombe sur eux pour exploser dans les marchés. C'est ça? Parce que nous, on essaie d'imaginer les hypothèses. Parce qu'il va frapper comment? Il va frapper comment? Mais dans les marchés, là, si les gens explosent, là, qui va mourir? C'est vos parents. C'est nos parents qui vont mourir. Guillaume seront là. Ses enfants seront à l'abri. Donc, comment vous pouvez te rêver des crimes aussi odieux? Quelle haine qui vous anime à ce point? Quelle haine qui vous anime à ce point à vouloir des crimes aussi odieux? Quelle haine qui vous anime? Des gens qui, tu vois sur les pages là, c'est Jésus qui en profite. Mais ce qu'ils écrivent sur tes pages là, hein, tu te poses la question pour dire, mais c'est l'incarnation du diable ou c'est Jésus? On se pose toutes les questions. On se pose toutes les questions. C'est pour ça que moi je demande aux autorités ivoiriennes. Guillaume Soro ne doit même pas sortir du territoire ivoirien. Il est député, il va rester là. Il doit être à l'Assemblée. Il doit toujours pointer à l'Assemblée nationale. Guillaume doit pointer à l'Assemblée. Il est député de Ferké. Donc son devoir de député, là, il doit être il va s'asseoir à l'Assemblée pour voir comment on dirige aussi l'Assemblée. Et moi je demande aussi, et c'est celui-là que je vais conclure après. On a, s'il ne respecte pas, il dit qu'il n'est plus RHDP, qu'il va rejoindre Henri Konan Bédié. C'est son droit, puisque Bédié dit que c'est lui qui est le père de la rébellion de Guillaume Soro, c'est son fils, il est fier de lui. Mais Bédié et puis Guillaume Soro, là, ils sont des rebelles, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais attention à eux, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de rébellion. Parce que cette fois-ci, là, ils ne vont pas sortir du pays. Donc, si tu dis que tu n'es plus RHDP, mais c'est normal, c'est légitime que tu ne sois plus à la tête de l'Assemblée nationale. On n'a même pas besoin même de faire débat sur ça là. Mais au fait, on n'a pas besoin de discuter de ça. Donc, Alassane Ouattara n'a pas chassé Guillaume Soro de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro sait très bien qu'il n'est plus président de l'Assemblée nationale. Point. Tu ne peux pas ne pas être RHDP et puis vouloir être le président de RHDP. Non mais attendez, vous réfléchissez comment? C'est pour ça que le président a dit, il a posé la question aux journalistes. En France, là, le président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il est de l'opposition? Non. C'est un match qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Même François de Rugy, qui est ministre aujourd'hui de l'écologie, François de Rugy, qui est moderne, lui, il est écolo quand il s'est présenté à l'élection. Mais quand il a perdu, dès qu'il a perdu, il dit oui, je vais soutenir Emmanuel Macron. Je deviens un match. Donc je rentre dans un match. Il est rentré dans un match. Quand un match a gagné le groupe parlementaire et législatif, il a été nommé, il a été voté par la majorité, étant donné qu'ils sont majoritaires, président de l'Assemblée nationale. François de Rugy aujourd'hui est ministre de l'écologie. Il a remplacé Nicolas Hulot. C'est l'autre proche d'Emmanuel Macron qui est en marche, qui lui a pris la tête de l'Assemblée nationale. C'est normal. Mais attends, ton groupe parlementaire n'est pas majoritaire et puis on va te prendre. C'est-à-dire que toi, tu es de l'opposition et puis on va te prendre pour te mettre président de la majorité parlementaire d'un autre parti politique. Mais c'est en Afrique que les gens peuvent réfléchir à l'envers. Non, vraiment, c'est pas un débat là-dessus. On n'a même pas besoin de faire des grandes écoles pour comprendre ça. C'est un truc qui est simple. Donc Guillaume Soro, il n'avait pas de choix. Voilà. C'est-à-dire, il ne s'attendait pas à la réaction du président. C'est ce qu'il a surpris. Habituellement, il fait ces trucs et puis il gagne du temps. Il court, il se va prendre les gens. Il demande pardon derrière. Il fait arrangement. Il demande pardon, c'est mon papa. Je l'aime beaucoup. Je l'admire beaucoup. Et gna gna gna, et gna gna. Bon. Tous les jours, là, tu vas venir gna gna gna. C'est là que le président a dit si en Espagne. Pour construire quoi? Des châteaux de sable en Espagne, c'est ça? Parce que son si là, c'est pour construire. Parce que si tu veux faire si, tu vas construire un château de sable en Espagne. Quand le vent vient, c'est ce qu'il a dit. Si, en Espagne.
pour construire le château de sable en Espagne. C'est une expression. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une expression. C'est tout. Donc, quand tu as Guillaume Soro qui, lui, n'est plus président, logiquement, on n'a pas besoin de lui dire. Il sait très bien. Il sait très bien. Puisqu'il a fait son choix. Il ne dit qu'il n'est plus RHDP. Voilà, lui n'est pas un social-libéral. Il est marxiste, il est fasciste, il est... Voilà, bon, c'est très bien. Il va marcher avec ses radicaux, ses extrémistes. Voilà, c'est bien. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas faire à la tête d'un groupe parlementaire où toi tu n'es plus RHDP, tu ne veux pas là-bas. Donc, Guillaume Soro savait très bien qu'il allait quitter la tête de l'Assemblée nationale. Maintenant, il voulait gagner du temps pour terminer l'année. Mais sauf qu'il ne s'est pas attendu à une chose qu'il ne dit pas. Mais comme je vous ai toujours dit, son côté roublard qui m'énerve. Il tourne, il roule les gens, il fait comme dans la farine, il vous met dedans, il met dans l'évier, il vous ressort, il vous tartine de beurre, il vous remet dans la farine. Moi, je n'aime pas ça. Il faut être franc et clair avec les gens. Il ne faut pas encourager aussi les gens autour de toi dans une bêtise, alors qu'en dessous, tu demandes pardon. En dessous, tu demandes pardon. Guillaume Soro, là, c'est la fin des babous, ils ont le même comportement. Tu vas dire les blancs, on n'aime pas les... Et puis les blancs, derrière, tous tes conseillers sont blancs. Tous tes conseillers sont blancs. Mais on fait manifestation pour insulter les blancs. Mais toi-même, tous tes conseillers sont blancs. Ça va avoir problème. L'ambiguïté, là, c'est pas bon. On a besoin des gens qui sont constants, qui sont cohérents, qui sont clairs. Voilà. Pragmatiques. Non. Donc, Guillaume savait qu'il allait quitter la tête de l'Assemblée nationale. Sauf qu'il ne savait pas quand. Il pensait qu'il allait gagner du temps sur le président. Il va tourner, il va envoyer les gens encore pour demander pardon, pour revenir. Mais à sa grosse surprise, quand un journaliste pose la question au président de la République, vous sentez l'agacement dans la parole. Il pose la question au président de la République. Le président lui dit, Guillaume Soro, parce que tu fais un entretien, tu demandes, c'est toi qui demandes une audience au président de la République. Tu vas supplier les gens pour dire, tu veux voir le président. Tu dis, tu vas aller à l'école aux États-Unis. Aux États-Unis où Franklin Nyamsi, sa grosse tête, on dirait Dabala, il a assis sur Facebook où il dit que les États-Unis, les universités sont nulles. Ouattara, il a fait les études aux États-Unis, mais renseignez-vous, les universités aux États-Unis, ce ne sont pas des universités. Voilà, mais on dit Soro Diom va là-bas pour faire école. Mais toi, Franklin Nyamsi, qui conseille Soro Diom là, où tu fais vidéo pour dire que l'université des États-Unis, ce n'est pas des bonnes universités. Mais Soro Diom qui fait des cours par correspondance avec les unités des États-Unis. C'est quoi? Toute une bande de démagogues et de ringards autour de Guillaume Soro. Une bande de démagogues et de ringards autour de Guillaume Soro. On ne sait pas ce qu'il dit. Il dit une chose et le contraire à la fois. Bref. Tu vas voir le président. Guillaume va voir le président. Il explique sa situation. Il dit au président, oui, de blesser l'État, et tout ce qu'on veut. Tu sors de là. C'est à Franklin Nancy, tu t'en parlé pour dire, oui, moi j'ai parlé à le président, moi je lui ai dit, moi je ne signe pas, je ne démissionne pas. Mais pourquoi tu mens à toi-même? Pourquoi tu te mens à toi-même? Et dans ce pantin-là qui s'en va sur les réseaux sociaux, Guillaume Soro dit, il ne signe pas, Guillaume Soro dit, il ne signe pas. Mais comme tu dis que tu ne signes pas, que tu es en train de mentir à tes propres gars, dans une interview, c'est normal que les journalistes posent des questions là-dessus. Puisque tes collaborateurs racontent ce que tu leur as dit. C'est toi qui as raconté les mensonges à tes collaborateurs. Donc, les journalistes posent la question au président de la République. Mais le président répond. Quand le président a dit, Guillaume Soro va démissionner en février, il le sait, c'est bouclé. Guillaume Soro, là, il a compris. Ah oui, j'ai touché le fond cette fois-ci. Le vieux. Là, si Ouattara a dit ça en public, Guillaume Soro a compris là que il n'y a plus marché, il n'y a plus rien à faire pour lui, il va quitter. Il a compris. Il n'a plus le temps de s'organiser pour venir demander pardon. C'était mort pour lui. Terminé. Donc Guillaume Soro a compris. À la minute près où il a entendu ça à la télé, il a commencé à maigrir. Il a compris net qu'il n'y a plus rien à faire. Voilà. Il fallait se préparer pour partir. L'option qui était là, si Guillaume Soro ne démissionne pas, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et moi-même, je disais, mon Dieu, faut pas, il va démissionner, ils vont dissoudre même l'Assemblée, tous ceux-là vont partir là même, on va respirer. Guillaume Soro savait que c'était la dissolution de la... Il y avait deux options, ou tu démissionnes, ou la dissolution de l'Assemblée nationale.
Mais quand tu dis que tu es garçon, il n'y a qu'à dissoudre l'Assemblée. Pourquoi tu ne dis pas de dissoudre l'Assemblée nationale? Les propres députés de Guillaume Soro qui sont à l'Assemblée et les députés du PDCI de Daoukro de Bédié, on dit à Guillaume, il faut démissionner. Ce n'est pas quelqu'un qui a oublié. Ils disent, Guillaume, il faut démissionner. Voilà, ils ont commencé à le lâcher. Les députés de Bédié de Daoukro là, et les députés de Guillaume Soro ont commencé à lâcher Guillaume Soro. C'est eux maintenant qui font pression sur lui pour dire, il faut démissionner. Parce que si on fait dissolution là, c'est pas sûr que nous on va gagner les élections. Si le président dissout l'Assemblée nationale, c'est pas sûr qu'on va gagner. Donc Guillaume, pardon, il faut démissionner. Ce sont les députés de Guillaume Soro et les députés de PDCI de Bédié. Bédié lui-même, ils ont fait pression sur Guillaume pour dire Guillaume, il faut démissionner. Ceux qui t'ont poussé dans la bêtise là, c'est eux maintenant qui te disent qu'il faut démissionner. C'est ce que Naounou Gouza te disait il y a 2 ans. Fais attention, ceux qui sont autour de toi là, ils vont t'induire en erreur, Guillaume. Parce que quand les gens mangent autour des personnalités, ils ne voient plus, ils entendent plus, ils sont devenus sourds et bobos. Les gens qui sont autour de toi sont sourds et bobos, ils vont t'induire en erreur. Démission est arrivée, tu choisis. Donc Guillaume se retrouve contraint. On dit, ah, il faut laisser au moins, on est des députés, là on peut gérer un peu, on va arranger les choses, mais là, si on fait dissolution de l'Assemblée nationale, là, nous les députés, on n'est pas sûr de gagner. Dans le Nord, là, qui va nous voter là-bas, ils ne vont pas sûr de gagner. Et puis, il n'y en a pas l'argent pour faire des campagnes actuellement. Ça va être, ils ont commencé à faire pression sur lui-même, leur propre ami Guillaume. Voilà comment Guillaume, il est obligé de démissionner, il a démissionné. Sinon, il pouvait dire qu'il ne démissionne pas, le président aurait dissout l'Assemblée nationale. On allait prendre des jeunes de 35 à 40, 43 ans. C'est ceux-là qui allaient s'asseoir à l'Assemblée nationale. Des gens qui ont fait vraiment école. Pas les gougnafiers là, mais des gens qui ont fait école. On allait prendre des gens qui ont fait école, qui ont au moins la connaissance un peu des institutions, qui ont au moins le respect du droit et le respect du citoyen là. Ils allaient remplir l'Assemblée nationale. Peut-être que ça allait faire avancer les choses. Mais Dieu a préféré démissionner pour protéger ses députés et les députés de Daoukro. Donc aujourd'hui là, ils mangent son pain blanc. Ils mangent son pain blanc. Ceux qui étaient autour de lui l'ont lâché. Ils ont venu en train de faire semblant. Ce sont ses collaborateurs qui ont organisé cette mise en scène d'envoyer des sacs de riz à Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a pas faim, il n'a pas besoin de sacs de riz. Il n'a pas besoin de sacs de riz. Il n'a pas faim. C'est des mises en scène. Il faut prendre des sacs de riz là. Il n'a qu'à les mettre dans les orphelinats pour donner aux enfants qui sont là-bas. Il y a orphelinat à Bobo. Il y a donner ça à Bobo. Il y en a à Benjerville. Il y en a à Dabou. Il y en a même à Port-Boué. Il n'y a qu'à donner le riz là aux enfants. Il y a des pauvres qui souffrent dans les bidonvilles. Il n'y a qu'à les partager ces sacs de riz là. Mais voyez, c'est de la mauvaise communication. Je suis allé le trouver sur Twitter. Il dit Guillaume, je ne sais pas si. Moi j'ai écrit ça sur Twitter, il sait ça très bien. Il dit Guillaume, je ne sais pas si tes conseillers sont des ringards ou des cons. Comment ils peuvent te laisser faire des communications aussi nulles et qui ne te servent même pas? Donc mes amis, il faut que les gens arrêtent un peu de raconter tout et n'importe quoi. Je ne dis pas que je suis plus intelligente, je ne dis pas ça. Mais faisons quand même un effort. Faisons quand même un effort. Parce que notre pays, la Côte d'Ivoire, si ça brûle, c'est nous, nos parents vont mourir premiers. Eux, leurs parents, là, ils seront à l'abri. Ils savent quand ça va commencer. 2 semaines avant, eux tous, ils quittent le point. Ils quittent le point avec leur famille. Et nous, nos parents sont assis. Qui va les protéger? Qui va les garder? Qui va les faire sortir du pays? Donc, nous, là, on ne peut plus vouloir la guerre dans notre pays. Quand tu as vécu la guerre, quand tu as vu ton village brûler, quand tu as vu tes cousins découpés, tu ne veux même pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Parce que c'est un traumatisme, c'est un choc. Les Ivoiriens étaient choqués, ils étaient traumatisés. C'est pour ça que toujours j'appelle à un deuil national. J'implore le chef de l'État, je dis, Monsieur le Président, il faut un deuil national. Il faut que les Ivoiriens pleurent pour faire ce deuil national. Il est important le deuil national. C'est le deuil national qui nous permet de retrouver cette fraternité. Il faut un deuil national. Il faut un deuil national. Il faut des monuments aux morts. Tous les morts sans distinction ni préférence.
Un mort est un mort. Un mort n'a pas de couleur. Un mort n'a pas de religion. Un mort n'a pas d'ethnie. Une victime est une victime. Toutes les victimes doivent être commémorées sans distinction. Il faut apaiser les cœurs des familles des victimes. Il faut apaiser les cœurs des familles des victimes. Il y a des souffrances, il y a des blessures. Pour reconstruire tout ça, il faut apaiser les cœurs des familles des victimes. Il faut apaiser les cœurs des enfants des victimes. Il faut apaiser les cœurs des épouses des victimes. Il faut apaiser le cœur des époux des victimes. Il faut que nous-mêmes, les citoyens du Nord, de l'Ouest, du Sud, des citoyens consciencieux, on puisse se tenir la main pour aider nos hommes politiques à construire ce projet de réconciliation. Jamais les citoyens sont au cœur d'un projet de réconciliation. C'est toujours les hommes politiques qui disent qu'ils vont toujours réconcilier, mais c'est eux qui font toujours la guerre. À un moment donné, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce que dans ce processus de réconciliation, on ne demande pas aux citoyens de prendre part. On ne demande pas aux victimes de prendre part. On est assis dans le bureau, on réfléchit, on dit, bon, voilà. Regardez. Des Charles qu'on a bannis. Des artistes, Asalfo, Tikenidja, Alpha Blondie. Yodé et Suro, Yodé et Suro. Ils ont fait le tour. Ils disent, ils vont à l'ouest. Le président a donné plus de 100 millions. Plus de 100 millions. 100 millions de francs CFA. Pour aller faire une tournée de caravane, une tournée de réconciliation. 100 millions. Il y a combien d'habitants à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Dites-moi, mes amis. Il y a combien d'habitants à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Nous sommes 24 millions d'Ivoiriens. 24 millions d'Ivoiriens que nous sommes. 24 millions d'Ivoiriens. Moi, je donne toujours des exemples. Et je fais des propositions. Nous sommes 24 millions de citoyens, d'habitants. 24 millions. La Côte d'Ivoire, nous sommes 24 millions. Si je ne me trompe pas, mes amis, nous sommes 24 millions. Dites-moi, nous sommes 24 millions. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, prenez le carrefour de Dioukoué, le carrefour de la mort, où des communautés se sont affrontées, où le sang a jailli, le sang a coulé, les chairs se sont dispersées. Qu'est-ce qu'il y a eu à Dioukoué? Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette ville-là? Rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. Comment voulez-vous apaiser les tensions dans une société? Qu'est-ce qu'il y a eu? Rien. J'ai toujours alerté, interpellé les autorités. Je dis, l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est des nids à tension. C'est des foyers à tension. Les gens vont aller manipuler les frustrations, les douleurs, les peurs, réveiller, remuer le couteau dans la colère des gens. La haine va remonter à la surface. Bam! Ça va repartir encore. On aurait gagné quoi? Alors qu'on peut éviter ça. On n'a pas besoin de grand chose pour éviter tout ça. On n'a pas besoin de grand chose pour régler tout ça. On donne 100 millions. 100 millions de francs CFA. Alors qu'il y a l'ouest là. Ils sont que 8 millions. C'est quelque chose de très simple, calcul. 100 millions, alors qu'à l'ouest, ils sont 8 millions. Mes amis, le président me donne 100 millions pour dire, va à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour faire une tournée. Simplement les 100 millions là, j'arrive là, il donne 1 million. 1 million à chacun à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont 8 millions, on me donne 100 millions. Je ne peux pas enlever 30 millions même pour partager aux gens. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est ça là, on ne peut pas faire dans ce pays-là. Ça fait quoi? On attire votre attention. On vous interpelle. Yaya, écoutez un peu. L'ouest là, c'est foyer, attention. C'est foyer, attention. Chacun va aller manipuler la zone. Ça va faire boum.
on aurait gagné quoi? Les gens vont mourir. Les handicapés qui ne peuvent pas courir vont mourir. Des enfants qui ne peuvent pas courir vont mourir. Des gens vont mourir encore. On aurait gagné quoi? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Donc, on est 24 millions d'Ivoiriens. Le président sort des fonds. On va faire ceci. Il veut réussir la politique sociale. Ils sont des fonds. C'est pour ça que j'ai toujours interpellé le président. Monsieur le président, rencontrez les citoyens. Nous sommes vos compatriotes. Nous sommes vos filles et fils. Vous, les coupeurs de route autour du président, là, quittez. Quittez un peu. Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Quittez un peu. On va serrer la main au monsieur là un peu. Là. Quittez au milieu là. Depuis 8 ans, il est président. Vous êtes au milieu. Il met les routes, il met les ponts, il fait les développements. Le social. Le social, il y a beaucoup à faire. Les coupeurs de route, quittez. Le président de la République, là, il a envie même de rencontrer tous ses compatriotes. Mais vous étouffez Alassane Ouattara. Quittez un peu au milieu, entre lui et tout le peuple. Quittez un peu au milieu. Mes amis, c'est votre bonsoir, il est 22h. Il est 22h, c'est votre bonsoir. Je voudrais remercier le président de la République pour le travail qu'il fait, l'encourager. Moi, je suis une citoyenne. Je suis attaché profondément à la République. Et j'exhorte les Ivoiriens, les amoureux de la Côte d'Ivoire, les citoyens, la majorité citoyenne, silencieuse, de penser la République. De penser ce projet commun qui est la République. C'est notre projet commun, la République. La République est notre projet commun. C'est notre patrimoine. L'intérêt général, c'est la République. Mes amis, à vous tous, belle soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir accompagné les 22h. Très belle soirée à vous tous. Et puis, excellente nuit à tous et à toutes. Je vous dis à demain. Inch'Allah, si Dieu le veut. Merci. Merci à tous. Bye bye. Merci.